On va poursuivre nos échanges avec une femme engagée. Voilà l'ouvrage que nous vous avons remis dans votre tote bag, passionnant. J'allais dire femme engagée, libre et fidèle, que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui. La preuve, quand je lui ai dit est-ce que tu veux revenir à Avignon, elle m'a dit oui, oui, tout de suite. Alors il faut dire que la dernière fois, ici, Muriel, dans la Cité des Papes, pour DPA, c'était en juillet 2014. Donc le temps passe. Alors depuis sa dernière venue, c'est 10 ans d'un parcours remarquable, hein, dirigeante d'entreprise, ministre, ambassadeur. Elle a fait, Ludovic qui faisait référence, bouger les lignes de la formation, redonner ses lettres de noblesse à l'apprentissage. Et puis si on tend aujourd'hui quelque part vers le plein emploi, ses convictions, et ces réformes y sont pour beaucoup. Et aujourd'hui, en plus de ses actions dans le domaine de l'éducation, de la jeunesse, des femmes, elle soutient les artistes engagés sur les sujets de société avec le fonds de dotation Sakura, Act for the Future. Et je suis ravi, comme vous, de la retrouver. Muriel Pénicaud qui nous rejoint. Merci Muriel d'être avec nous ce matin ici pour DPA. Je disais la femme engagée avec un parcours et des convictions sur le futur, sur les jeunes, sur les femmes, des sujets qui t'animent, qui vous animent et qui stimulent l'engagement depuis toujours. Hein. Ouais, je pense que comme tous les gens qui passent 2 jours au mois de juillet pour réfléchir sur le futur de l'entreprise, du management, on est tous engagés. Mais ce qui est intéressant, c'est de connecter nos engagements pour en faire un effet de levier. Donc, comme beaucoup ici dans la salle, j'essaie de faire ça depuis un bon moment et je continue. Alors les femmes, l'entreprise aussi. L'entreprise, la place des jeunes, l'inclusion, la diversité, c'est des sujets que tu portes à bras le corps depuis toujours et que tu promeus. Hein. Alors, je pense que la première chose, c'est important de savoir quelles sont les racines de son engagement. Pour moi, ça a été à 10 ans de découvrir que les filles et les garçons n'avaient pas le même avenir. C'est arrivé très brutalement. Et je le raconte parce qu'en fait, c'est important pour chacun de savoir où est la racine, parce qu'après, on peut l'élargir à autre chose. J'étais à l'école, dans une école de filles. On nous a fait faire une rédaction sur qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grande. Alors moi, j'étais passionnée de musique. Je venais de recevoir mon premier disque. C'était Tchaïkovski, Casse-Noisette. Et je passais la journée à diriger les oiseaux en pensant que j'étais chef d'orchestre. Donc j'ai fait une rédaction sur que je voulais être chef d'orchestre. Bon, d'habitude, j'étais plutôt première de classe, j'avais des bonnes notes. Ce jour-là, je me retrouve avec 5 sur 20. Et la directrice, qui est revenue vous rendre ses copies, puisque c'était un sujet important, m'a dit « Mais c'est très bien écrit, mais c'est hors sujet. » Alors, avec maîtresse et mes larmes dans les yeux de 10 ans, j'ai dit « Mais hors sujet ?» Il dit « Oui, on vous a demandé ce que vous voulez faire quand vous serez grande. Mais je veux être chef d'orchestre. Vous avez trop d'imagination. Les femmes ne peuvent pas devenir chef d'orchestre. » Ça m'est tombé dessus. Alors à l'époque, il n'y avait pas Internet. Hein, donc pour savoir si c'était vrai, j'ai écumé les bibliothèques municipales. J'ai mis 2 ans. Et j'ai trouvé qu'il y en avait 5 dans le monde. Et je me suis juré que jamais on m'empêcherait de faire ce qu'on voulait. Mais du coup, j'ai commencé à regarder la société autrement. J'ai vite découvert qu'il y avait aussi du racisme, qu'il y avait de l'exclusion, enfin qu'il y avait plein d'autres plafonds de verre dans la société. Et je pense que mon engagement social, il est né là, à 10 ans, et à 15 ans, j'étais déjà très active sur ces sujets-là. Et puis après, j'ai vite compris que le social sans l'économique, ça ne marchait pas. Et comme le saumon, j'ai remonté la rivière. Et donc, c'est pour ça que je suis devenue dirigeante d'entreprise et ministre pour pouvoir changer les choses. Voilà. Mais la racine, elle est là, et je le dis parce que je pense que chacun et chacune d'entre vous, dans votre engagement en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, en tant qu'association, vous avez quelque chose qui est plus fort que tout. Et c'est très important, cette force-là, de la partager, parce que c'est ce qui fait que toute sa vie, on peut avoir l'optimisme de combat de Michel Serres. C'est parce qu'en fait, la racine est intime et profonde. Et je crois beaucoup à cette relation entre la cohérence personnelle et la capacité d'influencer le cours des choses réellement. Si c'est juste du discours appris qui nous a convaincus, on sera moins bon, on sera moins fort. Mais si on relie ce que vraiment on veut changer dans la vie, eh bien, ensemble, on fait beaucoup de choses. Alors, cette pugnacité, cette opiniâtreté qui vous anime, cher Muriel, c'est aussi pas hésiter à aller au contact, en proximité, sur le terrain. Ce bouquin est passionnant.
J'ai habité Nancy, Metz, Caen, Malakoff, Meudon et Paris. J'ai toujours beaucoup voyagé, aussi bien en France que dans de nombreux pays. Et ce tissage des paysages, des cultures, des territoires qui font l'histoire, ben, j'y suis très sensible. Et aller m'imprégner des réalités sur le terrain était pour moi un désir, une nécessité, une évidence. Alors, quand j'étais ministre, j'ai passé en 3 ans et demi 150 jours sur le terrain, dont une journée, c'était pas une demi-heure, enfin une demi-heure avec les journalistes, les photographes, mais toute la journée pour écouter et échanger avec les gens. Eh bien, c'est vital. Parce que même quand vous avez... Moi, j'avais 25 ans d'expérience d'entreprise, j'avais une dizaine d'années d'expérience de collectivité locale et d'association, donc j'avais du matériau. Mais vous êtes vite impacté par l'environnement dans lequel vous vivez tous les jours. Et donc, pour reboucler en permanence, à la fois, évidemment, vendre, faire le service, après-vendre, des réformes, de l'apprentissage, de l'égalité homme-femme, des CPF, etc., aller chez Pôle emploi, les ordonnances, voilà, il faut le faire dans les entreprises, dans les associations, chez Pôle emploi. Évidemment, il faut le faire pour ça, mais il faut le faire aussi beaucoup pour voir ce qui ne marche pas dans ce que vous faites, et puis voir les problèmes que vous n'avez pas vus ou que vous avez sous-estimés, lesquels il faut résoudre, et s'appuyer sur toutes les solutions. Et moi, mon optimisme, il vient aussi de ce Tour de France que je continue à faire parce que je sillonne et la France et l'Europe et un peu le monde. Il y a partout des gens qui ont un niveau d'engagement. Alors ça peut être des entrepreneurs sociaux, des associations, des gens, des particuliers, mais il y a un réservoir d'engagement de notre pays qui est très peu visible dans les médias, avec quelques heureuses exceptions, mais qui est formidable. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de tout ça pour toutes les transitions dont on va parler et les basculements dont on va parler. Alors ces besoins d'aller à la rencontre des autres, c'est aussi quelque chose qui vous anime, Muriel, ce côté sans filtre, hein, c'est-à-dire on se dit tout, qui aide à voir le coup d'après quand on travaille sur une réforme. La vie est trop courte pour faire semblant, donc autant y aller direct. Alors je voudrais qu'on revienne, parce qu'on se retrouve quelques années plus tard ici à Avignon. On peut revenir sur les enjeux tels que vous les présentiez il y a quelques années. Et aujourd'hui, si on fait un état des lieux, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose que Jean-Dominique Senard. C'était écrit, ça se produit maintenant. Hein. Alors, oui, mais ça m'intéresse encore plus ce qui va se passer maintenant, à partir de maintenant. Mais jetons un coup d'œil quand même dans le rétroviseur et faisons un état des lieux un petit peu. On a eu Covid, on a eu beaucoup de choses et toute l'action au ministère. Il y a des choses qu'on a de la chance et des choses qu'on voit à l'avance, collectivement. Il y a des choses qu'on a de la chance, ça devient drôle après coup, dans un contexte pas drôle. Par exemple, en 2017, dans la loi pour la liberté, pas la loi pour la liberté, pour les ordonnances travail, moi j'avais rajouté le droit au télétravail et l'encadrement juridique du télétravail. Pourquoi ? Parce qu'ayant été DGRH pendant 11 ans chez Dassault-Systèmes et chez Danone, je voyais l'émergence, on était à 16%, là aussi, 16% d'aspiration au télétravail. Bon. Et on se disait, oh, ça va augmenter. Bon, on n'avait pas prévu le Covid, je vous jure. Et le coup d'accélérateur incroyable, puisque maintenant 40% des emplois sont télétravaillables. Mais c'est intéressant parce que du coup, on a trouvé le cadre juridique. Mais le plus important, c'est que déjà en 2017, moi, mon obsession, c'était le sujet de l'évolution des compétences. Et on va en reparler. Là, l'accélérateur, il est parti à fond. À cause de la transition écologique, de l'intelligence artificielle, de l'effet démographique et de l'enjeu de l'inclusion. On va en reparler de tout ça. Mais le sujet qu'on a souvent dans les débats publics, c'est que ceux qui alertent mettent un temps fou à être entendus. Bon, depuis 72, hein, les alertes sur le climat. Enfin, 72, avant. Mais depuis 72, on a des chiffres, on a des mesures. On a Club de Rome, puis le GIEC, et puis on a eu la COP. Et en fait, c'est très lent parce que l'élément de bascule de l'opinion publique et donc des débuts de comportement réels, il commence quand les conséquences sont visibles. Et c'est très difficile, tant que les conséquences ne sont pas visibles, de mobiliser. Parce que oui, le coût des transitions, il est énorme. Et je parle du coût économique, du coût humain, du coup de transformer sa manière de vivre. Et ça, c'est une difficulté qu'on a, et on l'a aujourd'hui sur les emplois, les compétences, parce que, je vous dis, c'est un tsunami qui arrive. 1 milliard d'emplois vont changer dans le monde d'ici 2030. Une tribune aujourd'hui. Hein, oui, j'ai sorti une tribune ce matin là-dessus. Moi, c'est mon obsession en ce moment. Et je trouve qu'un jour, on va dire, mais qui aurait pensé ? Ben oui, non, mais en fait, on le sait. On sait déjà le mesurer.
Et couplé avec le sujet du climat et de l'intelligence artificielle, il faut vraiment qu'on accélère sur ces sujets. Et donc ça commence, et c'est pour ça que je suis très heureuse d'être ici pour le partager avec vous, par en parler ensemble, pour analyser le problème, voir si on est d'accord sur le constat, voir si on constate si la perspective, on la partage, et si oui, quelles sont les solutions, et qu'est-ce que peuvent faire et les gouvernements, et les collectivités territoriales, et les entreprises, et les associations, et les individus. Ça concerne tout le monde. Mais c'est très important de commencer par ce diagnostic partagé, par cette perspective partagée, et c'est le moment. Alors c'est le moment. Moi, je voudrais qu'on revienne vers 2017. Vous écrivez, Muriel, on ne naît pas ministre, on le devient. Comment ça s'est passé? Alors il n'y a pas prescription, mais la rencontre avec Emmanuel Macron, vos convictions, ses envies à lui, et tout ce qui a été construit, je disais, ça a fait bouger les lignes. On y croit, personne n'y croyait. Ludovic y faisait référence tout à l'heure. Alors, moi, je connaissais Emmanuel Macron parce que depuis 3 ans, d'être ministre, puisque j'ai, à sa demande et à celle de Laurent Fabius, créé Business France en fusionnant l'Agence française des investissements internationaux et UbiFrance, l'export et l'attractivité des investissements étrangers, le rayonnement économique de la France. Donc ça faisait 3 ans que c'était mes 2 patrons. Donc il me connaissait et la seule chose qu'il m'a dit, change pas. Ça voulait dire continue à dire quand t'es pas d'accord et qu'il faut faire autrement, pas forcément sur la place publique, mais voilà. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on se connaissait parce que après 25 ans d'entreprise, j'avais décidé de contribuer un peu plus directement à mon pays avec 25 ans d'international derrière moi. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée ambassadrice aux investissements internationaux, DG de Business France. Donc on se pratiquait. Mais je n'avais pas du tout pensé, pour être honnête, être ministre ou être ministre du Travail. Alors on le devient? On le devient comme tout. On le devient je pense comme toute mutation. D'abord, petit message pour les femmes. C'est une sacrée bascule aussi, ça, Muriel. Oui, oui. Bon, une de. Moi, de plus. oui, un peu. Enfin, pour moi, c'est un instrument, c'est pas un but. C'est un instrument. Je pense que c'était le bon moment auprès du président qui avait la vision en 2017 auquel je croyais, et c'était le moment où on pouvait agir. Donc, c'est ça qui m'a décidé. Mais ce qui est intéressant, c'est à chaque époque de sa vie, on a des leviers. Donc, et encore une fois, ça peut être. Moi, j'ai été directrice de mission locale à 25 ans. J'étais ministre, j'étais dirigeante d'entreprise. Bon, y a pas, je mets pas sur le même plan en termes d'impact, mais je mets sur le même temps en temps à un moment donné dans votre vie, il y a des quelque chose que vous pouvez faire. Il y a des carrefours. Mais alors, petit message aux femmes et toutes les femmes, c'est que moi, j'ai lancé le mouvement Ève chez Danone et j'ai fait beaucoup de choses là-dessus. Puis l'index, évidemment, sur l'égalité homme-femme. Et on voit toujours que lorsqu'il y a des nouvelles responsabilités, des défis, voilà, vous voyez, aux femmes, on dit oh, c'est un pas, etc. On ne dit pas ça aux hommes. Hein. C'est pas plus, pas moins. Hein. Et ça, c'est une grande classique. Ce qui fait qu'on constate, moi, dans toutes les conférences que je fais auprès des femmes dirigeantes, c'est que quand on demande aux femmes pour prendre un nouveau job, un nouveau défi, est-ce que vous sentez compétente? Tout le monde se sent illégitime, tout le temps se sent dans l'imposture. Et donc, en général, les femmes disent mais il faut que j'ai au moins 100% des compétences. Parfois, une dit 120%, parce que je vais tellement être attaquée que si je n'ai pas plus compétente, je ne serai pas légitime. Le syndrome de l'imposteur, ouais, c'est ça. Syndrome de l'imposteur. Et quand on demande la même chose aux hommes, ils disent non, mais 80% des compétences, ça suffit. Et il y en a de temps en temps un qui dit 50 sur le thème. D'abord, j'aurai des collègues, j'ai des collaborateurs, je vais apprendre. Et quel est l'intérêt de faire quelque chose que j'ai déjà fait? Voilà. Bon, pour une fois, c'est eux qui ont raison. Mais la petite histoire, c'est quand, quelques semaines après la composition du gouvernement, je parle à Emmanuel Macron, et il y avait 50-50 femmes-hommes dans le gouvernement de 2017, y compris aux postes les plus importants. Et alors, je lui dis, femmes-hommes, ça s'est passé comment? Il dit, ah non, mais alors, j'ai pas compris. Hein. Il y a que des femmes qui m'ont demandé si j'étais capable d'être ministre, si elles étaient capables d'être ministres, pas un homme. Mais ils ne comprenaient pas que des femmes se posent cette question si on leur proposait. Juste pour vous dire que cette question, cher Frédéric, si tu peux arrêter de la poser aux femmes, ça sera très bien. Très bien, parfait. Alors... ces ruptures, ces bascules que l'on voit, elles se sont amplifiées. Quel changement pour aujourd'hui et pour demain, ce projet social et économique double chez Danone en particulier? Et
On parlait de l'intelligence artificielle. Vous avez lu plein d'articles dessus. C'est votre nouveau collègue de travail, où ça va vous manger votre travail, les nouveaux liens au travail, l'attractivité, comment embarquer les jeunes, les femmes. Pêle-mêle tous ces sujets, Muriel. Alors, premier sujet, je vais rebondir sur ce que disait Jean-Dominique. Alors, Jean-Dominique, vous avez compris, on a beaucoup travaillé ensemble, parce que c'est à Jean-Dominique Sénard et Nicole Letah que j'ai confié la mission, et avec d'autres ministres, de travailler sur l'entreprise responsable de demain. Et ils ont fait un boulot absolument extraordinaire. Ils étaient hébergés au ministère du Travail, donc tous les soirs, on s'en parlait de leur rendez-vous de la journée, et qui a abouti à, dans la loi Pacte, la raison d'être et les entreprises à mission, et toute une série de choses. Et, voilà. Et je pense que dans ce contexte-là, moi j'ai une préoccupation qui est qu'on a, dans la RSE de façon générale, dans les colloques de dirigeants, on a tendance à séparer complètement deux champs qui sont la transition écologique et le social. Et je pense qu'on est mentalement habitué à les raisonner côte à côte. Or, on ne réussirait pas la transition écologique sans un investissement humain et social évident. On a parlé, madame, pour RTE tout à l'heure, le sondage. Mais d'abord, il y a le sujet du pouvoir d'achat, qui est matériel. Ce n'est pas juste des habitudes de confort, je m'excuse. Le coût de l'énergie, là, qui a flambé, il touche les plus modestes en priorité. Donc il y a un vrai sujet de pouvoir d'achat dans la transition écologique. Le bio, pour l'instant, il est plus cher, pour des tas de raisons. Les voitures électriques, elles sont plus chères. Les voitures électriques, elles sont plus chères, sauf si on les achète en Chine. Et alors là, je ne refais pas le discours de Jean-Dominique. Donc il y a ce sujet-là, mais il y a le sujet qui est très sous-estimé. Et oui, pardon, je rappelle que les gilets jaunes, bien sûr, il y avait plein d'autres frustrations. C'est parti de l'essence. Ça démarre de 6 centimes d'augmentation de l'essence pour une taxe écologique. Il ne faudra jamais l'oublier, ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Je dis juste que si on ne prend pas en considération le social en même temps que l'écologique, on va se rater sur l'écologique et on se ratera sur le social. Et donc, dans les entreprises, c'est le même sujet. Mais il y a l'immense sujet des compétences et des emplois. Et là, je pense qu'on le sous-estime en France, dans beaucoup de pays, mais pas tous les pays. Mais ça fait partie des chapitres dans le livre, hein, Muriel. Oui. La société des compétences. C'était déjà mon obsession en 2000. On y est dans cette société des compétences. Mais ce que je voyais arriver, maintenant on y est. Alors les entreprises commencent à s'en rendre compte par la pénurie de main-d'œuvre. Et là, c'est une bonne chose parce qu'elles sont énormément investies dans l'apprentissage. Elles ont pris à bras-le-corps. Bon, nous, on a fait la loi qui a permis d'ouvrir l'apprentissage, mais franchement, les entreprises s'en sont saisies de façon formidable. On est passé de 317 000 à 837 000 apprentis par an, et il y a maintenant 115 CFA d'entreprises qui sont très innovants sur tout le territoire. Mais le vrai sujet, c'est qu'on a 4 vagues qui arrivent dans le travail à la fois. C'est pour ça que ça fait un tsunami. La première, sur la transition écologique. Ça m'inquiète qu'il n'y ait que 16% des gens qui considèrent que ça va changer leur travail, parce que ça change dans l'agriculture, l'agroalimentaire, les transports, l'énergie, la gestion de l'eau, la gestion des déchets, l'industrie, etc., etc., le bâtiment, la construction. Enfin, il n'y a pas beaucoup de secteurs qui ne sont pas impactés, mais dont les emplois, non seulement la nature des emplois, mais parfois la géographie des emplois. Parce que, alors on n'a plus beaucoup de charbon en France, même quasiment plus, mais ce n'est pas le cas de tous les pays. On a aussi d'autres industries fossiles. Un mineur en Silésie ou en Inde, il ne devient pas technicien de panneaux nucléaires ou de maintenance nucléaire ou de panneaux solaires du jour au lendemain, et c'est certainement pas là où il habite. Donc déjà, cette vague-là, elle est énorme, elle est sous-estimée, elle n'est pas encore assez anticipée. L'intelligence artificielle, compris qu'on en parlerait demain, pareil, voire encore plus grosse vague. Et là, ce qui est très nouveau, ce que tout le monde commence juste à réaliser, j'allais dire, ChatGPT, c'est encore un brouillon, mais ça a bien fait comprendre à tout le monde ce que ça allait être. Déjà, ça donne une vision. Donc là, du coup, on commence à voir que c'est réel. Faut avoir peur. Mais ça fait un moment qu'on en parle. Mais là, c'est les cols blancs qui vont être touchés, comme on disait autrefois. La délocalisation qu'on a connue massive des ouvriers, des emplois industriels, pardon, qui a amené beaucoup de chômage des ouvriers il y a 30 ans. Et la désindustrialisation. Et la désindustrialisation, là, le risque, c'est sur les cols blancs. Donc c'est aussi bien dans la recherche, dans les professions juridiques, les professions financières, les professions RH, la création en partie, l'enseignement, etc., etc. Donc cette vague-là,
Elle va transformer. Donc, oui, il y a des peurs, il y a des opportunités. Médecine, ça change énormément de choses dans le domaine médical. Ça ouvre aussi des opportunités. Hein. On va faire des diagnostics plus fiables. Donc, c'est plein d'opportunités et plein de risques. Avec une question anthropologique derrière, en plus. Donc, cette vague-là, elle arrive. Elle peut être tout à fait... Elle va croiser l'autre, parce que c'est dans les mêmes secteurs aussi, ça va se passer. Beaucoup de secteurs vont être concernés par les deux. En même temps, il y a l'aspect démographique. C'est une des rares sciences exactes, sauf grave épidémie ou guerre. On peut faire de la prédiction, c'est formidable. On peut plus faire de prédiction de rien du tout, mais là on peut. C'est très simple. Les pays développés OCDE et pays du Nord, en gros, sont en décroissance de population naturelle, taux de renouvellement entre 1,2 et 1,7 enfants par femme, donc sont en baisse. Alors c'est le cas de toute l'Europe, toute l'Amérique du Nord, de la Chine, de la Russie, la Corée du Sud. Je rajoute l'Australie dans le Nord pour les besoins de la démonstration. Vous m'excuserez s'il y a des Australiens dans la salle. Enfin, en gros, c'est le Nord. Et le Sud, on est dans une explosion démographique à l'inverse, parce que, enfin, la mortalité infantile commence à être en bonne partie, pas complètement jugulée, au moment où il n'y a pas encore l'accès des femmes au travail qui va, ou l'évolution de la qualification qui va réguler le nombre de... L'exemple nigérien, par exemple. Voilà, il faut l'égalité homme-femme pour que le nombre d'enfants baisse, en fait. Voilà. Intéressant. Oui, ça s'est vu dans plein de pays. Et donc là, il faut bien voir que l'Inde, bon, c'est maintenant le pays le plus peuplé au monde. Je suis ahuri qu'on ne parle jamais de l'Inde en France. Il se passe énormément de choses sur le plan technologique, énormément de choses sur le plan démographique. Ça aura beaucoup d'incidences sur le monde. Et puis, en Afrique, il y a un Africain sur deux qui a moins de 20 ans. Donc, les besoins, les pénuries de main-d'œuvre, ça va continuer. Au Nord, l'enjeu, ça sera la reconversion permanente, la formation continue tout au long de la vie. C'est pour ça que j'ai lancé le CPF en euros accessible à tout le monde en 2019. Hein. C'est pour préparer le niveau de niveau de qualification de la population avec des qualifications choisies. Et puis, au sud, ça sera les besoins massifs d'éducation, mais aussi il y aura une pression migratoire considérable. C'est évident, c'est mécanique, et on est un seul continent. Hein, donc, entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe, c'est quand même géographiquement quasiment le même continent. Je voudrais ouvrir une parenthèse sur ces compétences, Muriel, ces changements permanents de compétences. Moi, ce que j'avais noté, il y avait des vocables qui parlaient beaucoup, hein, c'était la liberté de choisir. Alors ça, c'est une de mes petites fiertés et joies, c'est d'avoir pu nommer une loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Ça rien que le titre. J'adore. Ouais. Voilà. Et ce qui est joli, c'est que dans l'apprentissage comme dans le CPF, les gens s'en saisissent. Alors je peux vous dire que on m'a beaucoup dit, même les partenaires sociaux avec qui j'ai très très bien travaillé sur l'apprentissage, avec eux et les régions, on a vraiment bâti ça ensemble, enfin surtout les partenaires sociaux. Les régions étaient moins contentes parce qu'on leur piquait du pognon pour donner la liberté aux gens de faire ce qu'ils voulaient. Donc voilà, on redonnait la main aux entreprises et aux jeunes. Mais sur le CPF, on m'avait dit, mais bien sûr, il n'y a que les cadres qui vont se former comme d'habitude. Eh bien non, je pense que, alors, pour le coup, il y a une conscience très forte dans la population que les métiers vont évoluer, qu'il faut garder son employabilité. Et puis on a aussi envie de faire, et l'effet Covid accélérait ça énormément, on a envie de faire un métier qu'on choisit, qu'on aime, dans un environnement où il y a du respect, de la reconnaissance, du sens, de l'équilibre vie professionnelle, vie perso et un salaire correct. Et ça, c'est très fort, parce que sur les 5 millions de Français qui ont déjà utilisé leur CPF, ce qui est énorme, eh bien, 80% sont des ouvriers et employés qui n'avaient jamais accès à formation dans leur entreprise, ou très rarement, ou juste pour une adaptation très étroite au poste de travail. 50% sont des femmes qui avaient très moins accès, y compris les femmes à temps partiel, qui n'avaient jamais accès. Et 20% sont des seniors qui sont déjà plus dans les entreprises et dont sur lequel aucune entreprise n'investit dans la formation. Donc, je pense que c'est aussi, en termes de justice sociale, mais c'est aussi un formidable levier économique qui est nécessaire. Pourquoi ? Parce que cette ampleur de ce tsunami des emplois et des compétences, là, c'est 50% à 80%, selon les experts, des emplois qui seront profondément modifiés d'ici 2030, demain matin. Et pour vous donner une idée de l'ampleur, Singapour, c'est pas les plus nuls du monde en éducation. Hein.
C'est le 2e pays au monde pour PISA. Je rappelle en France qu'on est maintenant 13e et que pour le niveau de compétence générale, on est 25e. On est 13e pour les investissements dans l'éducation et la formation, 25e dans les compétences. Donc on n'est vraiment pas bon et on baisse en relatif dans le monde entier. Donc c'est une vraie préoccupation. On a une baisse du niveau de qualification de la population générale. Eh bien, le Premier ministre de Singapour, il y a quelques mois, après leurs estimations entre transition écologique et intelligence artificielle, il a annoncé qu'il considérait que pour pouvoir anticiper, accompagner et saisir les opportunités de ces évolutions, il faudrait que chaque salarié, chaque année, se forme pendant 120 jours. C'est juste l'ampleur. Alors, je pense qu'on va faire autrement. Il va falloir qu'on invente vraiment, cette fois-ci, les organisations apprenantes, où on apprend tout en faisant, etc. Enfin, on ne va jamais pouvoir faire 120 jours de formation au sens de formation classique. Mais c'est pour vous donner une idée de l'ampleur. C'est le premier gouvernement qui a vu ça. C'est déjà les meilleurs. Les Finlandais aussi, qui sont aussi dans les meilleurs, sont déjà en avance. Donc ceux qui sont déjà meilleurs sur les systèmes éducatifs et de formation continue, d'ailleurs, intéressant, Singapour, ils ont inventé le CPF en même temps que nous. Il y a 2 pays qui l'ont fait. On ne s'était pas concerté. Pour la même raison. Parce que, avec l'idée qu'on ne peut pas être que top-down sur la formation. Quand on a un tel besoin de mutation, il faut aussi donner la main. L'empowerment, il doit aussi passer par les individus. Et ça, ça va être un défi énorme. Mais donc cette ampleur des compétences et des emplois qui va changer, ça demande des investissements massifs. Au passage, il faut arrêter de parler de coûts de formation. Hein. Il y a quel investissement plus important avec pour une nation? Retour sur investissement, les absolument. catégories mentales et comptables doivent changer. Enfin, ça, c'est des débats qu'on a eus déjà il y a quelques années. Pour ça, il faudra évidemment un partenariat des co-investissements publics et privés. Les entreprises seules n'y arriveront pas, en particulier les PME. Et évidemment, les pouvoirs publics seuls non plus ne peuvent pas réussir. Donc, mais c'est vraiment une des conditions de la réussite de la transition écologique, une des conditions pour que l'intelligence artificielle nous permette d'améliorer des emplois, d'en créer des nouveaux et de trouver un nouvel équilibre dans le travail. C'est vraiment cet investissement dans les compétences. Donc, ne lâchons rien là-dessus. Alors, futur du travail, révolution des compétences, hein, c'est la thématique de notre entretien et ça fait partie aussi évidemment de vos convictions. Vous le dites aussi dans le livre, hein, le futur est urgent, hein, donc c'est vraiment maintenant. Et comment on fait et quelles clés vous pouvez donner, vous qui êtes revenu à la manœuvre chez Danone, hein, en particulier, Muriel, en les conseillant Aujourd'hui, je suis au conseil d'administration de Manpower Group mondial, de Galileo Éducation, donc on travaille sur le travail et sur l'éducation. Et j'aide pendant quelques mois sur le plan stratégique Danone, effectivement, sur la vision RH sociale et tout ce qu'on est en train de dire, en fait, cette transition. Oui, et ce double projet alors, le double projet économique et social, qui est pour moi la raison pour laquelle j'avais rejoint Danone et Antoine Ribaud à l'époque. Et j'étais très heureuse pendant 15 ans chez Danone pour porter ça haut et fort. Aujourd'hui, il a besoin d'être un peu réinventé, mais il y a une forte volonté. Justement, dans un cas précis d'entreprise, ces problématiques-là, comment on coupe la transition écologique avec un investissement social et dans le capital humain qui fait que ça en soit un plus pour, bien sûr, les 100 000 salariés Danone, mais tout l'écosystème. Je discutais il y a quelques jours avec Saint-Gobain. C'est pareil, ils sont en train de monter des formations pour comment la transition verte, dans tous les métiers du bâtiment, va toucher tous les artisans. Donc il faut une école aussi pour les artisans. Donc je pense que les grands groupes, ils ont cette responsabilité de s'occuper de ces nouvelles compétences pour leurs salariés, bien sûr, tout l'écosystème mais aussi pour l'écosystème, pour la filière. D'abord, sinon, ils ne vont pas trouver ils vont plus avoir de partenaires. Mais je pense qu'ils ont cette responsabilité aussi. Donc ça, c'est un des sujets. Le sujet, vous savez, l'intelligence artificielle dans tous les métiers. Donc, dans un groupe c'est un groupe industriel. Voilà, il y a 170 usines. Donc, il y a des tas d'incidences dans l'industriel. Beaucoup dans la R&D, parce que la R&D dans tous les pays, hein. Alors là, c'est l'intelligence artificielle, ça crée des opportunités formidables, mais ça va changer
métiers. Enfin, de toute façon, tout ce qui est analytique et transactionnel va être touché. Hein. Donc la R&D, toutes les fonctions support. Donc on est en train de réfléchir à ça, mais aussi comment faire un formidable accélérateur d'ascenseur social dans l'entreprise. Donc c'est en cours. Donc work in progress. Antoine de Centrafrique en parlera dans quelques mois quand il y aura du concret. L'inclusion, les jeunes, les femmes, c'est évidemment l'avenir, et c'est dans ces sujets qu'on a les clés et les réponses pour tous les enjeux qu'on vient d'évoquer. Hein. Le sujet intergénérationnel est super intéressant parce que, comme disait Pierre Dac, le problème de la jeunesse, c'est que j'en fais plus partie. Bon, une fois qu'on a dit ça, mais c'est une profondeur là-dedans. Voilà. Donc nous, quand on parle ici entre nous des jeunes, voilà, on parle pas de nous, quoi. C'est ça. Donc le sujet du défi intergénérationnel dans les entreprises, il est très intéressant parce que, mais ça n'est pas que l'intergénérationnel, les jeunes, si je veux dire. En lien aussi avec l'histoire de la retraite, hein, évidemment. Il y a l'histoire de la retraite, et puis il y a post-Covid. Quand même les aspirations au travail et les attentes au travail, qui étaient déjà largement en évolution, ont été amplifiées de façon évidente. Enfin, vous le vivez tous les jours, donc je ne vous apprends rien, mais la volonté de sens, d'autonomie, de sens, pas simplement le sens de l'entreprise, hein, la mission de l'entreprise, mais mon sens de mon job. Si je suis perdu dans une matrice à 3 dimensions et où je fais du reporting la moitié de mon temps, ça s'appelle un bullshit job. Hein. Donc c'est pas que le sens, c'est aussi le sens de mon job. Je dois pouvoir rentrer chez moi et être fier de raconter à mes enfants ce que je fais, et même savoir à quoi ça sert. Réfléchissez dans vos entreprises, tous les jobs, tout le monde ne sait pas faire ça sur tous les jobs. Hein. Donc il y a ce sujet du sens, macro et micro. Il y a le sujet d'autonomie. On est dans une culture, moi qui compare le monde en permanence, beaucoup de pays, on est quand même très, très, très hiérarchique classique encore en France, plus que dans d'autres pays. Pour une raison, je pense, qui est due à un double effet. On est centralisé depuis pas mal de siècles. Donc on a toujours un rapport controversial à l'autorité, mais on a quand même un rapport très structurant à l'autorité. Et deuxièmement, parce qu'on a un système éducatif qui est complètement top-down et qui, pour moi, est totalement obsolète. Bon, donc ça, c'est tout un autre chapitre. J'y travaille aussi sur le sujet de l'éducation. Mais donc, du coup, on voit dans le management des entreprises internationales, il y a des différences. Hein. Le management à la française classique est plus top-down et plus hiérarchique, et moins ce que attendent aujourd'hui les gens. Plus d'horizontalité, mode projet, comme disait Jean-Dominique Senard. Si je prends l'analogie du sport, hein, on a fait connaissance tout à l'heure, ils attendent plus un coach qu'un boss classique. Développeur de talent, quoi. Disait Jean-Dominique tout à l'heure. Hein, un développeur de talent, il y a un coach qui va aider, accompagner et à faire donner le meilleur d'eux-mêmes à des individus et à des équipes. Qui va les entraîner vers un but, hein, vers une ambition. Il ne s'agit pas juste de faire un truc gentillet, fais ce que tu veux, etc. C'est pas ça. C'est une ambition, mais avec plus de coaching, plus de développement des talents, plus de bienveillance, plus de reconnaissance. Et je pense qu'on a, et donc ça c'est un boulot pour les GS, pour vous tous, mais il y a un énorme sujet de mutation. Moi, je discutais l'autre jour avec Thierry Marx, on a beaucoup travaillé sur l'inclusion ensemble, bien sûr. Sur les métiers de l'hôtellerie et la restauration. Sur les métiers de l'hôtellerie, mais en tant que président de la Fédération de l'hôtellerie-restauration, là, c'est dit dans le film, ils ont augmenté de 16% les salaires. Hein, hôtellerie-restauration, 16% là. Phénoménal, c'est jamais arrivé. Ça a un peu fait baisser leur problème de recrutement, mais pas encore. Pourquoi ? Pour 2 raisons. Ils cherchent 300 000 personnes, hein, c'est juste la taille de ce qu'ils cherchent là. La saison d'été, ils sont un peu inquiets. La première raison, c'est l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Quand vous allez travailler entre 11h et 15h, vous avez un trou, il faut revenir le soir et en plus le week-end encore plus. Et ben, il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, c'est très clair. Alors là, il y a non seulement les enquêtes, mais je pense on n'a qu'à discuter avec nos enfants et nos salariés. L'équilibre vie professionnelle, vie personnelle est venu aussi haut que le salaire. C'est pas à la place du salaire. Même parfois passe devant. Et parfois passe devant une fois que le salaire commence à être acceptable. Et donc, ils ont ça. Donc, lui, ils sont en train d'imaginer des choses. Par exemple, faire une brigade de 4 jours, mais avec du continu, et on fait traiteur l'après-midi. Et on a le salaire complet sur 4 jours. Ou ouvrir le resto et d'autres 3 jours. Bref, il faut inventer des organisations du travail, même dans l'hôtellerie-restauration.
Et la deuxième, c'est le management. Il envisage de monter une école de management parce que c'est un secteur. D'ailleurs, Top Chef n'aide pas parce qu'il continue à montrer la même chose. Déjà, dans la Top Chef a terminologie valorisé du les nom, métiers. bah oui. Non, mais c'est surtout les comportements. Eh bien, voilà. Directif. Eh bien, avant, on ruminait son frein et comme on a un peu trop réussi et que le chômage a beaucoup baissé, eh bien, les salariés, ils ont le choix et, comme on dit, ils votent avec les pieds et ils partent en 1 heure, si on leur parle mal. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais quand même, c'est ça. Donc, il faut aussi qu'on change le management. Et c'est ce qu'évoquait Jean-Dominique, c'est que c'est un des facteurs de... le sens et le management, c'est un des facteurs d'attrition et d'attractivité, de séduction, j'allais dire, des salariés de demain. On est vendredi, début de week-end, semaine de 4 jours. En creux, c'est le week-end de 3 jours. Alors moi, j'ai qu'une terreur, c'est qu'on légifère là-dessus. C'est un bon débat. Leur pitié, refaisons pas les 35 heures, ne légiférons pas. Et c'est une ministre qui le dit. Je pense que quand il y a un problème, c'est bien de se mettre autour de la table, les entreprises, les syndicats, je crois au dialogue social, malgré tout ce qu'on peut en dire, les salariés, trouvons les solutions, négocions, mais selon les entreprises, selon les territoires, selon les contextes, selon les métiers, c'est pas du tout les mêmes aspirations, c'est pas forcément les mêmes solutions, et je pense que la généralisation d'un débat, si on refait un débat vertical là-dessus, moi ça me terrifie. Oui, parlons des expériences. Il y a des entreprises où ça a du sens, des entreprises où il y a une attente pour ça, il y en a où il n'y en a pas. Ça dépend parfois des générations aussi. Parce que si vous avez votre gosse à chercher à la crèche à 18h, ça ne vous arrange pas de faire 10 heures par 4 jours. Ce n'est pas non plus universel. Et donc, je pense que c'est une bonne réflexion sur le temps de travail. On est tous d'accord qu'il y a le télétravail a montré que le présentéisme à tout prix, ça ne voulait pas dire forcément l'engagement. Mais je pense que dans beaucoup d'entreprises, on confond encore nombre d'heures et engagement. Donc ça aussi fait partie du sujet managérial. Donc oui pour le débat, oui pour le faire, mais renvoyons ça à la négociation d'entreprise. Et surtout pas faire une loi qui définirait pour tout le monde ce que ça veut dire travailler 4 jours. S'il y a des freins législatifs, il faut les lever. Mais il ne faut pas faire une norme. Parce que ça, c'est très dangereux. Et par ailleurs, je reviens sur un autre sujet qu'on n'évoque pas assez, mais attention, le télétravail qui est incontournable, le travail hybride est incontournable, il ne concerne que 40% des jobs. 60% des jobs ne sont pas télétravaillables. Et ça, ce sont les aides-soignantes, ce sont les infirmiers, ce sont les éboueurs, ce sont les caissières, ce sont les ouvriers du bâtiment. La première ligne. C'est la première ligne. Et aujourd'hui, je vois dans les entreprises un ressentiment monter en disant, mais en plus, on est moins payé, on n'est pas reconnu, mais en plus, nous, on n'a pas de cette liberté du temps. Et je crois qu'une des choses qu'il faut qu'on invente, c'est quelle est la part, même minime, de flexibilité choisie qu'on peut inventer dans les systèmes de production. Parce que je crois que cette recassure entre col blanc et col bleu, elle est très dangereuse pour les entreprises et pour la société. On n'a pas besoin de ça, on est assez fragmenté. On peut applaudir et remercier Muriel Pénicaud. Merci Muriel. Vous avez sûrement des questions. Qui a envie de Lionel, peut-être pas tout de suite, puisque je t'avais passé la parole en premier. Je ne sais pas, je ne vois pas le visage. Alors, on a... oui, Karine, on voit les mains, mais pas les visages, effectivement, Muriel. Oui. Alors, n'oubliez pas de vous présenter à chaque fois que vous posez une question. Et on va essayer de faire questions courtes et réponses courtes. Merci. Monsieur... Ah, ben c'est Benoît. Bonjour, monsieur Ferrer, vous allez bien? Je vais bien, je merci, vous voyais pas. C'est pour dire qu'on ne reconnaît vraiment pas le visage. Merci beaucoup, Muriel. Je vais rapidement faire un lien avec ce qu'avait dit Jean-Dominique et ce que vous avez dit. C'est-à-dire que c'est vrai que l'hyper-hiérarchie, la bureaucratie d'entreprise sont autant d'éléments qui viennent à l'encontre de l'aspiration d'autonomie, de qualité du travail, tout ce que vous avez évoqué. Donc j'ai bien entendu votre appel aux entreprises, changer le management, changer l'organisation, mais pour être dans des grandes entreprises ou pas, l'État est quand même un fournisseur de bureaucratie phénoménal dans les entreprises. Et donc, à la fois comme ancien ministre, même si je me réjouis que personne ne veuille de loi sur les 4 jours, mais comme ancien ministre, et comment faire pour que l'État régalien cesse de passer son temps à forcer les entreprises à produire tout un tas de trucs, à les contrôler tous les 10 minutes, qui les force à construire une bureaucratie qui va à l'encontre de l'aspiration managériale, de tout ce que vous avez évoqué avec beaucoup de justesse. Alors, je crois qu'il y a 2 choses.
D'abord, quand on a fait les ordonnances travail, dont le titre s'appelle « Pour le renforcement du dialogue social », en fait, c'est ça qu'on a voulu faire. On a enlevé une partie de choses très top-down, parce qu'on avait un degré de précision dans la loi. Enfin, on disait ce que devaient faire les entreprises le lundi matin, hein, un peu. Donc on en a quand même enlevé pas mal, et en donnant beaucoup plus de pouvoir à la négociation dans l'entreprise, et pas les 18 thèmes obligatoires dans l'ordre. Alors, enfin, je caricature un peu, mais vous comprenez. Beaucoup plus de dialogue social dans l'entreprise et dans la branche. Donc, et ça a quand même allégé. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'on ait donné plus la main à la négociation sociale dans l'entreprise et moins dans le législatif réglementaire, le résultat, c'est qu'on a plus 30% d'accords, et notamment dans les PME qui avant ne faisaient pas d'accord et qui maintenant sont très très actifs, parce que c'est là où il y a le plus d'accords en ce moment. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'il y a des moments, il faut utiliser la loi pour déconstruire un peu le système, si j'ose dire, et donner plus de respiration aux acteurs et moins aux régaliens. Après, il y a un deuxième sujet qui est un peu douloureux après l'affaire réforme des retraites, mais c'est que quand même, je trouve qu'en France, on a oublié Jean Monnet, et pas simplement pour l'Europe, mais il avait une méthode, moi, que j'utilise depuis toujours, qui est très simple, mais qui est très profonde. Il dit, avant de faire quoi que ce soit comme réforme, il pratiquait au niveau européen, il faut commencer par un diagnostic partagé. On commence par un diagnostic partagé. On prend le temps qu'il faut pour un diagnostic partagé. Après, on débat des différentes solutions. Après, il y a un décideur. Et après, une évaluation corrective, bien sûr, parce qu'il faut toujours améliorer. Eh bien, si on faisait ça pour toutes les lois, ce qui est en principe le cas pour les études d'impact, mais en vrai, c'est plus ou moins respecté, ça changerait tout. Parce que, typiquement, là, il y a des assises du travail. Il ne faut surtout pas aller faire une loi derrière. Il faut discuter avec les partenaires sociaux. Du coup, on a tout ce matériau qui est intéressant. Et du coup, quels sont les problèmes à résoudre? Quels sont ceux qui sont du ressort des entreprises, du dialogue social, des pouvoirs publics? Et vous verrez que la loi, elle peut être résiduelle. Elle peut être très importante parce qu'elle peut lever des freins. Mais il faut arrêter de penser, ça va avec le côté régalien en France, que toute transformation passe par la loi. Non, pas du tout. La loi, c'est un des instruments. Et parfois, c'est mieux la négociation, parfois, c'est mieux la loi. Ça dépend du sujet. Il y a des sujets qui sont d'ordre régalien, d'autres sujets qui ne le sont pas. Et je crois que c'est ça qui nous manque encore beaucoup en France, c'est qu'on n'a pas beaucoup ces espaces où on prend le temps de ce débat, et après on se dit, bon, et on se dit, je vais dire, mentalement sur le même plan, qu'est-ce qui est du ressort du gouvernement et du Parlement, qu'est-ce qui est du ressort des entreprises, et qu'est-ce qui est du ressort des dialogues sociaux. Et vous savez, s'il n'y a pas eu des millions de personnes dans la rue pour les ordonnances, c'est parce qu'on a fait ça. Voilà. Autre question. Oui, Frédéric, tu me reconnaîtras également. Muriel, nous nous connaissons bien. Muriel, tu as pointé du doigt un sujet crucial qui est celui de l'éducation et de la formation, mais on sait qu'en France, faire bouger le sujet de l'éducation est un vrai casse-tête. Tu mentionnais les chiffres PISA qui sont particulièrement inquiétants et leur évolution. On l'a vu quand on travaillait ensemble sur les prépas apprentissages, les difficultés de mettre en mouvement le ministère de l'Éducation. Enfin, pointons les choses et disons les choses clairement. Quelles sont les pistes que tu vois pour faire bouger ce sujet majeur pour notre futur? Alors, je n'ai pas la solution miracle. Peut-être 2-3 choses quand même. La première, c'est que, alors à une plus petite échelle, mais quand j'ai mené la réforme de l'apprentissage, avant de commencer, je me heurtais un peu au sentiment que c'était impossible. Beaucoup de gens disant, mais on n'a jamais réussi, l'apprentissage est dévalorisé dans le pays depuis toujours, c'est pour les nuls, c'est jamais pour les enfants des dirigeants, donc on n'y arrivera pas, on n'est pas comme les Allemands et compagnie. Et donc on est parti d'abord d'une analyse un peu fine du pourquoi du comment. J'étais très résolue et je suis très heureuse qu'Emmanuel Macron ait totalement soutenu dans cette réforme parce qu'on avait à l'époque 22% de taux de chômage des jeunes. C'est un lien avec l'éducation. Et tous les pays d'Europe qui avaient un apprentissage fort avaient un taux de chômage des jeunes bas. La Suisse et inversement. Et en particulier la Suisse. D'ailleurs, là, on a divisé par plus de 2 grâce à la réforme de l'apprentissage. Selon l'INSEE, il attribue vraiment 2 tiers à ça. Le chômage des jeunes en France, on est maintenant autour de 10%, ce qui est encore beaucoup trop, mais on a beaucoup baissé grâce à cette réforme.
Et donc la première chose, c'est comment on fait pour que les acteurs croient que c'est possible. Donc à l'époque, qu'est-ce que j'ai fait? On a fait une learning expedition, on ne se refait pas quand on était dans une entreprise. Donc ça s'appelait un voyage d'études ou un truc comme ça, en bon français. On est allé en Suisse avec les vice-présidents des régions en charge de la formation et les partenaires sociaux, patronaux et syndicaux. Et on a passé plusieurs jours en Suisse. Comment? Florence Pauvé qui devait être dans le coup. Alors elle n'était plus au MEDEF, mais tous ses copains suisses, elle les a bien mobilisés, elle les a bien aidés, et le conseiller fédéral aussi. Et donc on est allé voir un pays où l'apprentissage suisse est encore plus perfectionné que l'allemand, et surtout 65% des jeunes passent par l'apprentissage. Donc en gros, 9/10 des dirigeants d'entreprise, 9/10 des conseillers fédéraux sont passés par l'apprentissage. Donc c'est la voie normale. Donc pour permettre à penser autrement. Donc je pense que la première chose, ça serait qu'il faut qu'une multitude d'acteurs, parce que l'éducation, il va mal, les profs savent plus, sont mal reconnus, pas très bien payés, même si le gouvernement est en train d'améliorer les choses, et donc doutent beaucoup, et du coup ont peur de tout changement. Les familles sont très inquiètes, parfois très vindicatives, et les jeunes, il faut un peu de la démission tranquille, là, quelquefois. Donc, il faut déjà imaginer que c'est possible. Donc, il faut aller en Finlande. Il faut aller il faut envoyer les conseillers régionaux, les gens d'éducation nationale, des parents. Déjà, mentalité. La deuxième chose, c'est que quand même, ce qui est en train d'être fait sur le lycée professionnel par le gouvernement, c'est un début de quelque chose. Je pense qu'il va dans le bon sens. Donc, il faut aussi, comme le dédoublement des classes dans les quartiers difficiles, ça, c'est des choses utiles. Mais je pense qu'on a besoin d'abord de comprendre que le monde dans lequel on est a besoin d'un changement du système éducatif. Dans les pays avancés, je cite la Finlande, qui est de très loin le pays qui a les meilleurs résultats au monde, les enfants jusqu'à 7 ans, ils ne font pas du scolaire, au sens français du terme. Ils font, alors on appellerait ça du Montessori, ils font de la cuisine, du bricolage, du jardinage, mais ils développent les compétences intellectuelles, sociales, émotionnelles et créatives. Demain, on aura besoin de quoi? Aujourd'hui, il faut savoir que une compétence technique a en moyenne une valeur de 2 ans. Nous, quand on a commencé à travailler, c'était 30 ans. 2 ans. 8 ans pour les compétences technologiques. Donc obsolescence accélérée. Donc, nous, un système qui est de la transmission top-down de contenu, mais c'est mort. Ça ne veut pas dire qu'on va faire que des soft skills, il faut quand même des structures mentales. Mais on va les faire dans une dynamique qui est, je vais dire, de l'histoire des sciences. On va faire de l'histoire des sciences sur la science actuelle. On va faire... et c'est interdisciplinaire. Moi, je crois beaucoup, chez Galileo, par exemple, je suis au board et on fait beaucoup de parcours hybrides entre le digital, le culturel, l'artistique et l'économique. Les parcours hybrides demain, c'est l'avenir, parce qu'il faudra avoir des capteurs partout. Donc, il faut cette révolution, et je pense qu'il faut d'abord montrer que c'est possible. Alors, s'il y a des médias qui veulent faire des centaines de reportages pour montrer qu'autre chose est possible, ça aiderait beaucoup. On va rapidement prendre 2 questions. François Rebonjour à tous les deux. Très rapidement, et puis des réponses rapides aussi. Merci à toi. Non, je pense que ça a été dit sur l'apprentissage, sur le CPF. Maintenant, il reste, à mon avis, au moins 2 trous dans la raquette. L'orientation, sur lequel qui est un vrai sujet, notamment pour les gens qui ne sont pas autonomes. Et puis, le sujet des reconversions professionnelles. Je pense que la seule entreprise dans la salle qui a utilisé le dispositif transition collective, qui est Corian en l'occurrence, ça va représenter 200 collaborateurs. C'est juste pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Et donc Muriel, c'est quoi les pistes aujourd'hui sur à la fois l'orientation professionnelle et puis les sujets de reconversion professionnelle? L'orientation, tu as totalement raison, c'est le sujet, c'est l'article de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui n'est pas respecté aujourd'hui. On avait, avec Jean-Michel Blanquer, et je salue parce qu'en tant que ministre de l'Éducation, ce n'était pas évident de soutenir ça, on avait à ce moment-là décidé on a mis dans la loi un article qui dit que tous les jeunes de la 5e à la première, chaque année, de la 5e à la première, doivent avoir 54 heures, 2 semaines de découverte des métiers. En moyenne, un jeune connaît 10 à 15 métiers. Donc, il y en a des milliers.
Donc évidemment, du coup, on va les filles vers les métiers genrés, les garçons vers les métiers genrés, pas d'ambition dans les milieux sociaux où il n'y a pas de rôle modèle, non, etc. Évidemment, évidemment. Donc c'est très important de faire découvrir les métiers. Il n'y a pas de filles dans les sciences, enfin bon, on a même reculé. Donc mais ça se joue à ce moment-là. C'est sous la responsabilité légale et avec des financements à la clé des régions et des rectorats. Très peu de choses ont commencé, timides. Ça peut se faire qu'avec les entreprises. Parce que l'idée, c'est que des jeunes rencontrent un maître d'apprentissage qui a 22 ans, qui est passionné, une entreprise qui fait de la green tech ou de la tech for good. Bon, voilà, ça va les motiver. Donc, vous êtes des entreprises, allez aussi frapper à la porte des rectorats et des régions en disant, nous, on est prêts. Il y a plein d'entreprises qui sont prêtes à faire découvrir leur métier, vu les besoins de recrutement. Je n'ai pas de souci là-dessus. Mais ça, il faut que ça démarre vraiment, vraiment, urgemment, parce que c'est le trou dans la raquette. Les reconversions professionnelles, oui, on a mis en place des dispositifs qui permettent, mais peu d'entreprises les connaissent ou les utilisent, qui permettent, quand vous savez que vous n'aurez plus besoin de ces salariés, de financer leur reconversion dans une autre entreprise sans passer par la case chômage. Chaque fois qu'on peut éviter la case chômage, ça change tout. Donc ça, il ne faut pas éviter s'en saisir. Mais dites-vous surtout que compte tenu des transitions que j'ai évoquées, plus que la reconversion, la formation vraiment continue, mais en profondeur de tous vos salariés, ça va être votre avantage stratégique numéro 1 demain. Donc bon investissement. Merci beaucoup Muriel, merci Muriel Pénicaud qui a été notre invité d'honneur. Merci infiniment Muriel de ta fidélité, d'être venu nous rejoindre. Je sais que tu vas rester avec nous pour la suite de nos échanges et je vous conseille vraiment de vous plonger dans ce livre engagé que vous avez reçu en arrivant ce matin.